That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, c'est les 104.5 Urban FM, Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour Gina. Non, c'est pas Simou Yaya Tembo. Non, c'est pas Yaya Tembo. Yaya Tembo, non, c'est pas son c'est style. Pas lui, c'est pas son style. Lui, il est plus dense. Yes. Alors, Mosley, on parle de politique ce matin. Nous parlons de politique ce matin, comme à l'accoutumée, et nous revenons sur l'actualité du moment. Là, tu as du grain à moudre. C'est quoi le grain à moudre? Un peu, moi aussi je vais écouter, je vais savoir ce que c'est. Un peu, il a un de peu. quoi faire, Il y a quand même de l'activité. Oui, on va dire, il y a quand même de l'activité. Qu'est-ce qui justifie la somnolence politique dans notre pays? La somnolence, tout tourne autour de l'injure. La somnolence, c'est quand même trop dire. Mais je crois qu'aujourd'hui, comment ça trop dire? Il faut relever que il y a certainement une période qui est souvent marquée, du moins on est dans une période qui est souvent marquée par le fait qu'il n'y ait pas de débat politique. Pourquoi il n'y a pas de débat politique? Pourquoi la politique c'est seulement quand le président prend une décision ou quand il y a les élections qui arrivent? Pourquoi? Mais parce qu'on fait de la politique politicienne au Gabon. C'est ça, c'est la seule réponse. Ouais. Parce qu'au Gabon, on ne fait pas de la politique pour le peuple, pour le développement du pays. On fait de la politique pour la politique. C'est-à-dire, il faut que je puisse m'affirmer pour qu'on m'identifie, qu'on me reconnaisse, que je puisse bénéficier de X ou X avantages dont je peux faire à des occasions un petit chantage politique. Je monte au créneau, je dénonce un certain... Enfin, je fais semblant de dénoncer et puis on m'appelle à côté et puis on me donne quelque chose, une petite place au soleil et puis je me contente de ça. C'est ça le véritable problème. On fait de la politique politicienne au Gabon. Personne ne fait de la politique pour réellement enclencher la marche du développement de notre pays ou encore s'occuper des questions de base des populations, parce qu'il faut savoir que quand on regarde aujourd'hui l'univers politique du Gabon, pour voir les hommes politiques réagir, la majorité c'est encore pire. La majorité elle ne réagit même nulle part, parce que l'opposition quelquefois, quand on parle du chef de l'État, quand on parle d'une décision du gouvernement, ils essayent de dire des choses, mais au fond c'est beaucoup plus dans l'optique d'exister, mais c'est pas dans l'optique de pouvoir régler les problèmes de sérieux des Gabonais, parce que si cela était le cas, on devrait avoir des vrais sujets, des vrais débats, des vrais engagements sur la vie chère, sur la question des routes, sur la question des hôpitaux, sur le développement, l'éducation, sur le mariage coutumier. Mais combien d'acteurs politiques voyez-vous au quotidien porter un certain nombre de sujets? La question de l'immigration, qui mérite aujourd'hui d'être posée dans notre pays, personne ne porte cette question-là. La question des violences faites aux femmes, il a fallu que une fondation se lève, de la fondation Sylvia Bongo, pour en parler, pour que tout le monde puisse prendre conscience de cette réalité. Mais malheureusement, les politiques, les problèmes des Gabonais ne les concernent pas. Ce qui les concerne, c'est leur bien-être, c'est leur vie, c'est leur petit monde, c'est continuer à exister politiquement, c'est tout ce qui les intéresse. C'est pourquoi, quand il n'y a pas de scandale au niveau de l'État, ou quand il n'y a pas comme disait Gina tout à l'heure, de grains en moudre pour parler du Gabon, eh ben, tout le monde se tait. Donc on regarde et puis c'est bon quoi. Il suffit de se réveiller. Si l'exécutif n'a pas créé une situation qui entraînerait un besoin de soulèvement de la part soit des réseaux sociaux, et même là, les acteurs politiques aujourd'hui réagissent après les réseaux sociaux. Et ça sous-entend qu'eux-mêmes, ils ne prennent pas le pouls de la société gabonaise. Personne ne défend. Regardez le Parlement. Au Parlement, quand on voit les députés se mouvoir ou bien se démener, c'est juste pour parler de la loi de finances. Donc tu n'es pas d'accord avec ce que la presse est en train de relayer. Pas la presse est en train de relayer, mais la presse se pose une question ces 2 derniers jours-ci. Le Premier ministre va se prendre une motion de censure. Oui, parce qu'il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Une motion de censure, c'est quand c'est le Premier ministre qui va à l'Assemblée, il défend
son idée de gouvernement, c'est-à-dire que ce que son gouvernement entend faire pour les Gabonais pendant une bonne période. Souvent, ce sont des discours qui vont dans le court et moyen terme. C'est pas dans le long terme parce qu'on ne sait jamais à quel moment le président peut décider de mettre un terme à vos fonctions de Premier ministre et donc de votre cabinet. Donc, on est toujours dans le court et moyen terme. Mais là, il s'agit donc d'un exercice qui va faire devant les députés, puisque ce sont eux les élus du peuple, étant donné que la représentativité, elle est déléguée au Gabon. Ce n'est pas aller parler directement aux Gabonais à la place du marché, donc comme ça se faisait à l'époque à Athènes ou encore à Rome. Là, on va à l'Assemblée, tu présentes ta politique ta politique générale et tu dis aux députés, voilà ce que j'entends faire dans les tout prochains jours, et ils vont réfléchir, ils vont se dire, bon ok, il nous a présenté ça et c'est faisable au vu du budget, au vu de X ou Y agrégats économiques ou politiques, oui, ça peut se faire. Donc moi, en tant que député, ou nous en tant que députés, nous te faisons confiance. Donc il y a un vote de confiance. Maintenant, si les députés ne veulent pas. Maintenant, si les députés constatent que ce que tu leur promets n'est pas réalisable, dans le meilleur des mondes, on te fait une motion de censure, donc on désapprouve. Et si on désapprouve, ça dans ton cabinet, soit on te renvoie, on te renvoie à tes études. Comme on avait renvoyé le ministre de la Santé. Exactement. On te renvoie à tes chers. Lequel, le nouveau. À tes chères études. Il avait fait le rapport de la task force. Voilà, où on te renvoie à tes chères études pour que tu reviennes avec des arguments beaucoup plus probants, capables de les convaincre, ou encore. Souvent c'est marqué d'un échec, donc normalement l'exécutif, donc le chef de l'exécutif qui est le président de la République devrait te prendre un remplaçant. Maintenant, c'est vrai que c'est la grande interrogation aujourd'hui qui se pose. Julien Korobekale va présenter une politique générale, du moins va faire un discours de politique générale auprès de l'Assemblée nationale ce matin. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, entre ceux qui sont partagés dans l'esprit de ceux qu'il n'a jamais démissionné. Parce que lorsque le gouvernement actuel qui a été monté le 4 décembre, ce gouvernement, les gens ne savent pas à quel moment le Premier ministre a démissionné. Ça pose problème. Et il y a d'autres qui soutiennent qu'il aurait démissionné après l'entrevue avec le chef de l'État. Mais pour démissionner, il y a quand même une procédure. Donc cette procédure-là implique que au moins les d'autres institutions soient informées, que la population elle-même soit informée. Mais la démission du Premier ministre n'a jamais été officielle. Si. Non. Elle est toujours officielle. Un Premier ministre, quand il démissionne, du moins, on met un terme à ses fonctions, doit aller déposer une lettre de démission auprès du chef de l'État. Et c'est médiatisé. Ça se fait partout dans les pays où il y a le poste de Premier ministre. Au Gabon, ça a toujours été le cas. Maintenant, après aussi, il y a que on peut arriver à une situation où vous avez un exécutif qui est là. On vient de faire des élections comme on l'a eu en octobre et en janvier, on a constitué la nouvelle assemblée. Il était de bonne loi qu'on procède à un changement de gouvernement parce que c'était un nouvel exercice pour les députés. Donc, il fallait que se dégage un nouveau Premier ministre. Le cabinet d'Issoze Ngonde devait démissionner pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse constituer, en tenant compte de la majorité à l'Assemblée, un nouveau gouvernement. Là, le Julien Korobekale a fait un nouveau gouvernement. On ne sait pas à quel moment il a démissionné, quoi qu'il ait eu un entrevue avec le chef de l'État, mais on n'a jamais su à quel moment il a démissionné. C'est la question qui se pose aujourd'hui et c'est pourquoi beaucoup de personnes se demandent si cet exercice qui conduirait à sa prestation devant les députés n'est pas un piège, quelque part. Ensuite, il y a le fait aussi que... N'est pas un piège qu'on va lui damer une motion d'essence. Voilà. Et il y a aussi... Donc si on lui dame une motion... Si tu dis n'est pas un piège... Pour faire un piège, il faut bien le gars qui pose le piège. Le piège viendrait de qui? Le piège pourrait venir du chef de l'exécutif. Pourquoi le piège? Pourquoi le chef de l'exécutif? Je pense qu'il a besoin de ça. Genre, s'il a envie de te virer, il te vire. C'est de la politique. Je ne sais pas s'il a besoin de ça, mais c'est de la politique. On n'a pas besoin de on n'est jamais... Tu disais que ta mère avait besoin de trouver un subterfuge pour te bafler. Mais si elle veut te damer, il y a les mamans qui te collent motif. Elle te colle motif, un faux motif que même toi-même, tu ne reconnais pas, mais tu as pris la gifle. Après, c'est le soir qu'on vient te demander les excuses. Que, bon, écoute, moi, je ne savais pas que c'était pas toi. Et même là, il y a encore une autre équation qui arrive, c'est que on a fait la prestation de serment. Le Premier ministre a prêté serment devant le président de la République. Normalement, ça aurait été facile de comprendre que ce sont les membres qui venaient d'être nommés qui devaient, parce que les anciens, il avait été reconduit. Les anciens
avait déjà quand même prêté serment. Même si on est reconduit dans ses fonctions, on a quand même déjà prêté serment. On ne peut pas prêter serment 2 fois devant le chef d'État. À chaque fois qu'on te nomme, tu prêtes. Bon, maintenant après, ça fait sujet à... à chaque fois qu'on te reconduit, tu prêtes serment, frère. C'est ce qui donne de la discussion auprès des populations. Pourquoi? Mais également auprès de la presse. D'ailleurs, Tom, tu l'as souligné, que c'est relayé dans la presse. C'est pourquoi la presse met un point d'interrogation. Parce qu'il se demande si il ne s'agit pas d'une façon plus subtile de conduire le Premier ministre à démissionner. Depuis l'élection du président de la République en 2009 et en 2016, la majorité des premiers ministres, ils font maxi 2 ans. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Oui. Donc lui, il a fait son temps. Non, il a 11, partir? Il a près de 11 mois. Si on tient, si tu ajoutes le mois de décembre plus le mois de janvier. janvier. Oui, ça fait 11 mois. Ouais. Ça va faire 12. Ouais, il a pris ses fonctions en janvier 2019. Et là, on est en décembre 2019. Ça fait à peu près 11 mois. Ah bon? Oui. C'était Sosengone qui était là-bas. Oui. Bon, donc, voilà. Donc, maintenant, il y a aussi la suspicion qui gonfle parce que si vous avez aussi eu à parcourir la presse concernant le cas du Premier ministre, beaucoup de personnes estiment que sa proximité avec Brice Akuja Lianga, qui était le directeur de cabinet du chef de l'État, fait qu'à un moment donné, il devrait normalement rendre le tablier parce que, d'après ce qu'on dit... Est-ce que c'est un cuisinier pour rendre le tablier? C'est l'expression consacrée pour dire qu'il doit démissionner de son poste de Premier ministre. Ouais, ça, j'ai lu ça dans la presse. Voilà. La presse estime qu'il est considéré comme un des présidents d'honneur de la GEV. Ça sous-entend qu'il y a eu quand même une proximité quelconque, mais la GEV, une relation. La GEV, la presse est en train de faire croire aux populations qu'il y a une cabale contre la GEV alors que c'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas. Donc il faut pas mélanger les non, je comprends. Pas confondre Angleterre et je comprends ce que tu dis, mais je souligne quand même les éléments aujourd'hui qui donnent de la matière à la presse pour pouvoir s'interroger sur la prestation de serment. Est-ce que elle va conduire, du moins elle va aboutir à un vote de confiance? Parce que le vote de confiance à l'Assemblée, normalement, c'est l'objet de plusieurs tractations. Hein. Ouais. Aussi bien l'exécutif, aussi bien les membres même au sein du Parlement, parce que c'est là où le Parlement affirme son autorité. Il faudrait bien que... c'est là où on va voir si Julien Korbekal a l'étoffe de convaincre la 13e législature afin qu'elle puisse lui donner mandat de conduire la politique du gouvernement qui a été édictée par le chef de l'État pour faire en sorte qu'il y ait au moins un take-off en ce qui concerne les mesures engagées par le président depuis pratiquement 2016 pour faire en sorte que le Gabon puisse réellement s'arrimer à l'ère du développement, puisse s'inscrire dans la logique d'arriver à faire en sorte que les besoins privés des Gabonais soient satisfaits, que le train de vie des Gabonais soit amélioré parce qu'aujourd'hui, les gens vivent des conditions difficiles dans les quartiers et ce discours de politique est très attendu par les populations parce qu'on veut connaître l'orientation qu'il y aura. Est-ce que c'est genre une orientation qui sera purement économique, purement politique ou qui sera entre politique économique et sociale ou entre économie et sociale ou politique et sociale? Donc, dès cet instant, c'est autant d'attentes qu'il devra satisfaire aussi bien auprès des représentants dont les élus du peuple, mais également auprès des populations de manière générale pour que les gens puissent adhérer à ce qu'il a comme engagement. Mais non, il y a quand même le bénéfice du doute parce que quand le chef de l'État a décidé de le reconduire, c'est qu'ils ont eu une entrevue, il y a eu des discussions, il y a eu forcément des choses qui se sont dites et que ces choses-là peuvent amener l'Assemblée à être confiante sur la politique qu'il aura à présenter et que finalement ça puisse lui porter les fruits escomptés, notamment le vote de confiance. Donc c'est tout en attente. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande actualité également qui concerne la levée de l'immunité parlementaire du député du deuxième arrondissement de la commune de Franceville, Justin Ndundango, qui était par ailleurs secrétaire général de la GEV, mais également qui a été ministre de la République, ministre des Transports, ministre des Travaux publics, et qui aujourd'hui a fait l'objet... le gars qui voulait faire 3 km avec 8 milliards. Hein? Quel tronçon? Rond-point de la démocratie à fait étrangère. Le boulevard triomphal? Ouais. Ah, certainement qu'il y a eu des évaluations qui lui ont été données. On a appris. J'avais lu ça dans la presse, non? On a appris que ça coûtait autour de 7-8 milliards. Bon, maintenant après...
c'est de l'ordre des pouvoirs publics de pouvoir s'engager sur ce dossier. Mais tu sais que moi, je connais pas trop les ministres. Donc, je reconnais les ministres dans ce genre de réforme ou ce genre d'annonce. Voilà, c'était lui. On a tellement de travail pour savoir qui fait ça, qui fait pas quoi. Mais quand on a entendu qu'il y a un ministre qui, pour 3 km de route, avait besoin de 8 milliards, on s'est quand même posé la question. Oui, effectivement, c'était à la suite du départ de Arnaud Calixte Nganji du ministère des Travaux publics, et on avait accolé ce département-là à Justin Ndongo en plus des transports. Donc, à un moment donné, certainement qu'il a eu engagé, parce qu'ils avaient déjà engagé des procédures pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait, on va dire quoi, des travaux sur ces tronçons qui est aujourd'hui quand même en situation délicate pour les automobilistes, donc les usagers de façon générale. Maintenant, après, le coût, ça dépend de combien coûte 1 kilomètre de bitume au Gabon. Maintenant, c'est de l'ordre des techniciens, je ne peux pas me prononcer. Si tu fais la règle de 3, tu fais une division, une multiplication, genre 3 km, 8 milliards. Gina, toi qui as fait beaucoup l'école, tu étais majeur de ta promotion, Gina. Tu ne parles pas? Non. Pourquoi? On te pose une question. On est à peu près aux 2 milliards et demi au kilomètre. Voilà, 2 milliards et demi au kilomètre. 2 milliards 125 quand même. Voilà, donc, dès cet instant, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que les députés se sont réunis parce qu'il faut que les populations comprennent que c'est une doléance qui a été posée par le parquet auprès de l'Assemblée nationale, une requête déposée par le parquet auprès de l'Assemblée nationale pour pouvoir lever l'immunité parlementaire de Justin Ndongo, parce qu'il est cité dans l'affaire de corruption, de blanchiment, de concussion et de détournement des deniers publics qui est en cours actuellement, notamment l'opération Scorpion. Donc, concussion, c'est mon truc, ça. Oui, j'ai cherché. Oui. Donc, ça me fait penser au film avec Will Smith. Oui, concussion. Où il fait des enquêtes sur les joueurs de football américains qui ont des chocs à la tête là. Ouais. Voilà, ça me fait penser à ça. Rien à voir avec l'actualité politique. Voilà. Donc, évidemment, dans cette procédure, il faut savoir que là, pour auditionner une députée, ça répond quand même à des procédures. Et je crois que c'est ce qui a prévalu au moment de pouvoir de l'Assemblée nationale de pouvoir répondre favorablement à la requête du parquet, notamment l'article 38 de la Constitution de la République gabonaise préserve les députés de tout chantage, de tout ce qu'il y a. Donc pendant qu'ils sont en exercice, on ne peut pas les poursuivre, mais le bureau de l'Assemblée, pour des questions qui méritent qu'on lève l'immunité, donc des situations graves, des délits ou encore des situations où un député est cité dans une affaire comme celle-là, eh bien, le bureau de l'Assemblée nationale a le devoir ou peut se réunir pour décider de lever l'immunité d'un député pour qu'il puisse répondre pour des besoins d'enquête. Et c'est ce qui a été fait avec le ministre, du moins le député Justin Ndongo. Hier, à l'Assemblée nationale, les députés ont décidé, notamment la commission ad hoc, a décidé de pouvoir, après audition, et après l'organisation de la plénière, de lever l'immunité de Justin Ndongo, qui a été tout de suite conduit à la DGR, dans la Direction générale des renseignements, pour des besoins d'enquête, et je crois peut-être qu'il a été mis en détention. Maintenant, tout ce que les gens doivent savoir. Ce que je voulais te poser comme question, la presse a relayé qu'il a été retenu du côté de Malinga, à la frontière entre le Congo et le Gabon. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il faut savoir. Est-ce qu'il tentait de sortir du pays? Oui. Il tentait de sortir du pays. Lui, il n'a pas refuté les informations. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois. Tout le monde se rappelle que le 7 décembre, on l'avait fait débarquer d'un avion en partance de Port-Gentil pour Pointe-Noire au Congo. Et là, je crois qu'il a certainement récidivé en voulant une nouvelle fois sortir du territoire le 25 décembre. Et il a été arrêté par les gendarmes à la frontière à Malinga. Donc, dès cet instant, je crois que c'est ce qui a aussi peut-être conduit à l'accélération de la procédure au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut savoir que la semaine dernière, l'Assemblée nationale, à travers le député du 2e arrondissement, qui a été le président de la commission ad hoc, avait déjà avait déposé une convocation auprès de l'attaché parlementaire du député, puisque le député lui-même ne répondait pas. Et on a senti comme s'il y avait une certaine défiance vis-à-vis de l'autorité de l'Assemblée nationale. Et à un moment donné,
eh bien, je crois que Ndounangoy, avec son arrestation à Malinga, n'avait pas d'autre choix que de pouvoir se rendre à l'Assemblée hier. Mais ce qu'il faut déjà souligner, c'est que au-delà de ce besoin de lever l'immunité parlementaire, si, comme on le signale aujourd'hui, qu'il y a c'est une chasse aux sorcières qu'on est en train de mener, je crois que si au niveau de la République on cherchait, ou si l'exécutif cherchait à s'y mixer réellement dans cette enquête, en ce qui concerne le camp du Ndounangoy, on aurait simplement fait la pression au Parti démocratique gabonais, qui est le parti d'Ali Bongo Ndimba, et le parti allait simplement exclure Justin Ndounangoy et il perdait tous les privilèges. Ouais. Mais ils ont... Donc ça prouve bien que c'est pas une chasse aux sorcières. C'est pas une chasse aux sorcières en tant que tel. Les faits sont là. Et malheureusement, c'est l'esprit dans lequel l'opposition également veut inscrire cette levée d'immunité parlementaire, parce qu'on a vu le docteur Minot, de la commune qui est député de la commune de Minzik, faire une déclaration où il a dit qu'il ne va pas voter il ne va pas voter pour la levée de l'immunité. On a également vu le député du canton Lelem, qui est du parti de Barreau Chambrier, qui lui également a choisi de s'inscrire dans une logique de dénoncer en disant que on ne respectait plus la liberté d'opinion. Or, la question aujourd'hui est, les faits sont là. Il y a un certain nombre de hauts cadres de l'administration publique qui ont été envoyés en prison, du moins en détention préventive, parce qu'ils sont englués dans cette affaire de détournement de deniers publics, de corruption, de blanchiment, de concussion. Et à un moment donné, il faut bien qu'on arrive à établir les responsabilités des uns et des autres. La question n'est pas de dire qu'on a levé l'immunité, ne signifie pas que Ndounangoy n'est plus député. On a levé l'immunité parce que si on ne lève pas l'immunité, il ne peut pas laver son honneur. S'il est innocent, c'est l'occasion pour lui de le prouver. On a vu par exemple Jean-Pierre Oyiba, lorsqu'il était directeur de cabinet, c'était le tout premier directeur de cabinet du président, il avait été cité dans une affaire de corruption au niveau de la BAC. Alors qu'il n'était plus en fonction là-bas, il a décidé de démissionner de son poste pour se mettre à la disposition de la justice. Aujourd'hui, il est où? Il n'est pas en liberté. Donc, c'est aussi un moyen, lever l'immunité parlementaire d'une personne, c'est aussi un moyen de pouvoir lui donner la pleine mesure de se défendre. Se défendre pour prouver son innocence, parce qu'il va de l'intégrité de la personne, de la moralité de la personne et surtout de la dignité de la personne. S'il est capable de prouver à travers ses conseils, donc ses avocats, qu'il est innocent, je crois que ça ne souffrirait d'aucune ambiguïté lorsqu'il s'agit du procès. Ou encore, au moment des auditions, on va clairement le relaxer. Il y a des gens qui ont été relaxés dans le cas de cette affaire Scorpion. C'est ce que les gens ne savent pas. Parce qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas matière à pouvoir les garder à vue ou encore les traduire en justice parce qu'ils étaient innocents. Donc ça sous-entend que derrière, comme le dit lui-même Justin Ndounangoy, qu'il est innocent, qu'il ne se reproche de rien, eh bien la levée de son immunité doit lui permettre de préparer sérieusement sa défense. Au lieu qu'on soit dans l'idée qu'il voudrait que nous soyons dans une situation de chasse aux sorcières, on est beaucoup plus dans une situation de respect des procédures, parce qu'il faudrait bien qu'on arrive à savoir quel a été le passif de la gestion de ces 2 dernières années des entreprises publiques et parapubliques, de la haute administration. Comment on peut se retrouver aujourd'hui avec une situation financière difficile? Et même, il y a des gens qui me demandaient comment le Gabon fait aujourd'hui pour payer les fonctionnaires ou encore assumer ses charges. C'est autant de questions, parce que ce qu'on nous dit, c'est vrai nous a révélé un premier trou, donc des détournements au niveau de la GOC et de tout ce qui tourne autour de la GOC de près de 85 milliards. On nous a révélé que Sogara également avait un trou financier de, je crois, 5 milliards, 6 milliards. Donc, on a aujourd'hui besoin de savoir combien à la CNAMGS, combien dans les ministères, parce que quand même, les personnes qui sont citées ont géré des ministères. Combien dans d'autres entreprises comme le Prague et consorts, comment cette nébuleuse a pu se constituer pour pouvoir s'accaparer du bien commun. Et aujourd'hui, ce qu'on sollicite, et je crois que de tout bord politique, et c'est dommage que le député de Minzik et celui du canton Lelem soient dans un déni, alors que leur leader encourage le gouvernement à faire la lumière et toute la lumière sur cette opération, pour qu'à la fin, on puisse savoir exactement quel est le passif qu'accuse l'État gabonais.
par rapport à sa trésorerie. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même nos voisins à côté, notamment l'Angola, viennent de faire un exploit. Ils sont parvenus à rapatrier près de 3 000 milliards liés à la corruption et au détournement des deniers publics. Donc ça sous-entend que nous aussi, on peut le faire. Mais pour le faire, il faut qu'on ait à interroger des acteurs pas des moindres. Justin Dunango a quand même été ministre du ciel et de la terre pendant les 11 derniers mois de la République. Au niveau de la République, quand on voit, il a été ministre des Transports, ministre du Tourisme, et par la suite, on lui a donné le portefeuille des travaux publics, ce n'est pas rien. Ils sont nombreux, donc il faut que lui aussi, il puisse s'expliquer. Maintenant, après, la justice décidera de qui est coupable ou pas. Mais c'est pas à nous de décider de si les députés avaient le droit ou pas de lever l'immunité. Je crois que l'Assemblée aujourd'hui, même elle-même, elle a besoin de s'interroger sur la moralité des élus qui sont là-bas. Parce que aujourd'hui, tout le monde sait que la plupart aussi ont bénéficié quand même des largesses de ce mouvement-là, de ce groupe de personnes. Donc, à un moment donné, il faudrait que si quelqu'un est cité dans une affaire de corruption, celle liée, notamment celle qui est en cours aujourd'hui, bien, il faut, s'il est au Parlement, qu'on lève son immunité, qu'il aille se défendre et prouver son innocence. Auquel cas, qu'on laisse les choses se faire normalement et qu'à la fin, nous soyons édifiés sur ce qu'a eu à connaître le Gabon comme passif et que les Gabonais, dans leur grande majorité, puissent plus ou moins savoir quelle est aujourd'hui la moralité de ceux qui nous dirigent. Parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. Imaginez un seul instant que l'Assemblée nationale refuserait de lever l'immunité de Justin Dunangoy. Quel message aurait-on envoyé aux populations? Quel message? Les voleurs de la République. On protège les voleurs. Ou bien on protège des présumés voleurs, parce qu'on est encore dans la présomption, des présumés voleurs. Quel message on aurait envoyé dans la population? Surtout qu'on a aujourd'hui un discours qui tend à gagner nos institutions, c'est-à-dire que tout le monde dit pourquoi c'est eux qu'on doit arrêter, alors qu'il y a des gens qui hier encore ont été coupables des mêmes crimes, donc de malversation financière et consorts. Pourquoi ces personnes ne sont pas inquiétées? Maintenant, après, ça, c'est de l'ordre de la justice. Et je crois que la communication récente de la Cour des comptes, elle avait été édifiante. Vous pensez que quand la Cour des comptes dit qu'elle cherche 1500 milliards, c'est seulement, ça concerne l'opération en cours? Je ne crois pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, par le passé, ont été épinglés et qui ont été mis en débat auprès de la Cour des comptes. Donc, il y a véritablement un engagement de la part de l'exécutif pour faire la lumière sur la question des détournements de fonds et des deniers publics dans notre pays. Et il faut que les uns les autres, au niveau du Gabon, nous soyons conscients que si nous restons dans une situation d'impunité, notre pays ne va pas évoluer. C'est là le grand combat aujourd'hui de par le monde. Même dans les grandes nations, quand on discute des questions de corruption, ça n'a jamais été quelque chose qui soit capable de donner une bonne image de cette nation-là. Aujourd'hui, on a des pays tels que la Norvège et consorts qui sont champions du monde, toujours entre numéro 2, numéro 3, numéro 4, des pays où il n'y a pas de corruption. Ça, nous aussi, on aimerait avoir quand même cette image. Un embelli sur cet aspect. Comment on va installer dans un pays comme le nôtre, un pays dit en voie de développement, l'idée que dès qu'on arrive aux affaires, il faut forcément faire des crimes économiques. Il faut qu'on cesse avec ça, qu'il s'agisse du privé ou du public. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un pays où tout le monde arrive à travailler et se réjouisse des fruits de son travail. Il ne faut pas avoir des privilèges qui vont vous conduire à pouvoir spolier la République ou spolier votre entreprise ou ou hypothéquer l'avenir de toute une nation. 85 milliards, vous pensez que ce n'est pas 200 francs qu'ils ont eu à voler, c'est 85 milliards de nos francs. Et je crois qu'aujourd'hui, l'opération doit s'étendre jusqu'aux bénéficiaires connus. Même on peut même aller à la délation. Parce qu'on voit, il y a des gens qui sont dans une situation où ils ont une aisance matérielle dont on ne connaît pas la provenance. Comment ils ont fait pour avoir autant d'argent en moins d'un an, moins de 2 ans, moins de 3 ans, ils se retrouvent multimillionnaires, multimilliardaires, ils ont 6-7 voitures dans leur parking. Il faut qu'ils justifient. Je suis au regret de constater que depuis que le Premier ministre est parti faire sa déclaration de biens auprès de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, aucun membre du gouvernement ne l'a suivi, aucun directeur, les directeurs généraux, personne n'a suivi. Or, ils sont aussi responsables, du moins, ils sont également concernés par cette mesure. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous puisse se poser la bonne question. Est-ce que la situation actuelle nous réjouit?
Qu'est-ce qu'on veut réellement pour l'avenir? Est-ce que nous voulons un pays qui a une réputation de pays corrompu dans le monde, ou nous voulons un pays qui a une réputation de bonne gouvernance, d'un pays qui est gouverné de manière orthodoxe, qui respecte les normes, où la corruption et le climat des affaires sont quelque chose de primordial? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Et je crois que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale doit servir de leçon à tous ceux qui sont cités dans cette affaire. Parce que je suis sûr que la procédure ne va pas s'arrêter. Elle est en cours et qu'on aura des résultats escomptés. Mais après aussi, il faudrait qu'on nous communique combien on a rapatrié dans les caisses du trésor public. Merci Mosley est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On se retrouve, non pas l'année prochaine encore. Non, lundi. On se retrouve encore lundi pour le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.